Oui, une exposition de tous les superlatifs s'est terminée à Amsterdam. Vermeer était à l'honneur jusqu'au 4 juin. Une exposition formidable, entend-on. Un artiste né à Delft en 1632, on connaît environ 37 tableaux qui sont connus aujourd'hui. On peut dire que l'artiste a été mis en lumière lors de la seconde moitié du 19e siècle principalement. Mais on va parler de tout ça avec Marie-Elisabeth van Rijkevorsel, historienne de l'art et guide conférencière. Bonjour Marie-Elisabeth. Bonjour Yves. Vermeer, un peintre des scènes de genre et un maître de la perspective. Alors, Marie-Elisabeth, il aurait fallu, il paraît, près de 7 ans de diplomatie pour la mise en place de cette exposition, tant il est difficile que les musées donnent leur accord pour prêter des tableaux d'une valeur inestimable, les tableaux de Vermeer. C'est vrai que c'est compliqué de réunir autant, 28 tableaux de Vermeer venant d'un petit peu partout. C'est compliqué ça actuellement ? Oui, ça on peut le dire. D'ailleurs, il était bien possible que cette exposition n'ait jamais lieu. Ça semblait même impossible de la mettre en place. Et finalement, ce qui a tout décoincé, c'est la Frick Collection à New York, qui a 2 Vermeer et qui commençait des travaux. Et quand ils ont dit qu'eux prêtaient leur Vermeer, au fond, ça a eu un effet d'entraînement et tous les autres musées se sont dit « et pourquoi pas nous ?» Mais bon, de manière un peu paradoxale, la fameuse jeune fille à la perle est repartie un peu plus vite que prévu. Enfin, c'était prévu qu'elle repartirait. Mais donc, il y avait 28 tableaux au démarrage de l'exposition, 27 à la fin, puisque fin mars, la jeune fille à la perle est repartie au Mauritshuis, qui ne pouvait pas s'en passer. Pourquoi ? Parce que ça attire du monde. Et il y a des visiteurs qui renonçaient à leur passage par la haie parce que la jeune fille à la perle n'y était plus. Ah oui, c'est ça. L'enjeu est là aussi. Tableau emblématique de Johannes Vermeer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de l'intérêt aujourd'hui pour ce peintre, justement, de l'attention qu'on a pour Vermeer ? Qu'est-ce qui, à votre avis, nous fascine tant chez ce peintre hollandais ? Alors, c'est vrai qu'on a longtemps dit que Vermeer était le sphinx de Delft. On le pensait un peu à part de tous les autres. Alors, d'une certaine manière, il n'est pas du tout à part. Il fait des scènes de genre comme tout le monde faisait des scènes de genre à succès à son époque. Oui. Sauf que mettez Vermeer à côté d'un autre artiste de scènes de genre, Gabriel Metsu par exemple, qui sont excellents. Mais c'est pas comparable. Il y a une lumière, un silence, un temps suspendu chez Vermeer qui ne se retrouve pas chez les autres. Il a quelque chose d'autre. Pourquoi ? Il travaille la lumière, tout simplement différemment. Travaille la lumière différemment, c'est ce que vous nous dites, mais on va essayer de définir aussi ce qu'est la peinture de genre, parce qu'on l'a déjà cité à plusieurs reprises en début de notre émission. C'est quoi ? Ça consiste en quoi ? On a l'image de ces tableaux de Vermeer qui sont petits, un peu carrés. Qu'est-ce que c'est le tableau de genre ? Alors la peinture de genre, ce sont souvent des scènes d'intérieur avec pas mal d'anecdotes, un certain charme. N'oubliez pas qu'on est dans une société, une république qui n'est pas du tout ce que nous vivons, nous, au sud d'Anvers. Et donc, dans cette république, tout le monde veut avoir sa petite collection d'art. Et donc, on n'hésite pas à remplir ses maisons de tableaux. Les tableaux ne sont plus exclusivement réservés à des commandes d'église ou à des grands aristocrates ou monarques. Mais vraiment, chacun peut commander sa scène de genre. Et donc, tout le monde s'amuse à avoir tous ces tableaux qui sont effectivement anecdotiques. On a une fête de Saint-Nicolas où on voit les enfants qui découvrent leur spéculoos dans la cheminée. Enfin, des tas de petites choses comme ça, ou des lectures de lettres avec des servantes impertinentes qui vont les amener ensuite à l'amoureux. Enfin, voilà, c'est ça la scène de genre, c'est l'anecdote du quotidien, l'éloge du quotidien aussi. Et donc Vermeer, au milieu du XVIIe siècle, arrive alors dans une période où cette thématique-là de la peinture de genre est en pleine effervescence ? Ou Non, bien il en est vraiment l'un des précurseurs ? Non, on ne peut pas dire qu'il est précurseur, il a suivi la mode en quelque sorte. Même s'il ne travaillait pas sur commande, il était d'abord assez féru de peinture d'histoire et on le voit très bien dans l'exposition. Il y a quelques grandes peintures, grands formats. Et puis assez vite, il se rend compte que c'est plus très à la mode et il va basculer vers la scène de genre, mais que lui va faire comme nul autre. Mais on connaît tous cette peinture emblématique de La Laitière qui est devenue aussi la fameuse publicité d'une marque éponyme. Et donc ça, c'est typiquement la scène de genre. C'est une jeune femme en train de préparer une crème onctueuse. On la voit dans ses gestes, dans la lumière. C'est ça vraiment aussi l'esprit de la peinture de genre. Oui, sauf que dans La Laitière,
D'ailleurs, elle verse peut-être de l'eau et peut-être même de la bière. Il y a quand même une petite question. Dans la laitière, il n'y a pas suffisamment d'anecdotes. Vermeer a délibérément dénudé le mur qu'il y a derrière elle, dans lequel au début, il avait mis une étagère, petites choses accrochées. Il a tout enlevé. Ah oui. Et il a laissé des clous, des trous et un grand mur blanc, enfin un grand mur crème. Et donc, il y a quelque chose chez la laitière qui est à la fois du quotidien et à la fois plus du tout du quotidien. Ouais. C'est ce qu'on avait découvert par une analyse très approfondie, par tous des systèmes technologiques qui ont permis alors de découvrir que des détails avaient été enlevés et pour laisser donc ce mur sobre, comme vous venez de Quand Vermeer le change, dire. il a tendance à enlever et pas ajouter. Il rend plus sobre. Oui. Alors, il a une très faible production, en fait, pour un artiste. Enfin, très faible, c'est vous qui allez nous le dire. 37 tableaux qu'on a à la connaissance dans le monde de l'art du peintre Vermeer, sans dessin préparatoire retrouvé. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait, de son rapport à la pratique de son art ? Parce que 37 tableaux, c'est très faible pour un artiste. Si on prend Rembrandt, qui en avait plus de 400, qui était richissime, qui était vraiment qui est mort pauvre quand même, très pauvre. Qui est mort pauvre, mais qui avait quand même un mode de vie plutôt riche. Qu'est-ce que ça nous dit de son rapport à lui par rapport à son art, 37 tableaux? Alors, Vermeer n'était pas pauvre, il ne vivait pas pauvrement. C'est d'autant plus étonnant quand on voit qu'il a si peu produit. Il a produit à un rythme de 1, 2, voire 3 tableaux par an, et il est mort jeune. Donc la production petite peut se comprendre aussi par sa courte vie, mais également parce qu'il recevait des aides, notamment de sa belle-mère. Il a épousé Katharina Bolns, et sa belle-mère a un peu financé aussi le couple et la famille nombreuse qu'il a eue avec Katharina. Oui, 11 enfants. 12 enfants vivants, 15 enfants nés. Oui. Donc ça nous dit aussi, par rapport à son mariage, ça nous dit aussi sa conversion. Il est là dans un état protestant calviniste. Il se convertit au catholicisme, une conversion intéressée ou bien profonde. Qu'est-ce que vous, avec votre regard d'historienne de l'art, vous avez comme regard sur ce moment de sa vie ? Alors d'aucuns ont parlé de conversion intéressée au début. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de le dire parce qu'en fait, on a pris conscience, et c'est les recherches récentes qui l'ont montré, grâce à cette exposition, une nouvelle monographie a été publiée sur l'artiste qui se nomme Faith, Light and Reflection, dans laquelle il prouve vraiment combien pour Vermeer la conversion était vraiment une conversion du cœur pour rejoindre sa belle famille et surtout l'a mis en relation du coup avec le monde des jésuites à quelques portes de chez lui. Il était dans le Papenhoek, donc le coin des cathos en quelque sorte à Delft, et là il y avait les jésuites juste à côté, ses enfants allaient à l'école chez les jésuites et le résultat c'est qu'il était tout le temps en conversation intellectuelle avec eux et ça l'a profondément stimulé aussi dans son cheminement dans la foi chrétienne, chrétienne catholique. Et pourtant on ne voit aucune... Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme scène religieuse dans ces tableaux ? Comment peut-on lire sa peinture avec un regard spirituel ? Oui, alors c'est vrai que, mis à part, par exemple, Marthe et Marie, une grande composition du début qui est explicitement religieux, le reste, ce sont des scènes, comme vous avez très bien dit au début, de genre. Oui. Donc des scènes de l'intimité, souvent des femmes. Alors c'est un peu étonnant, parce que ces femmes qui sont censées être entourées d'une marmaille ou en train de faire la cuisine ou je sais pas quoi, sont dans un silence et un calme, un peu hors de leur espace quotidien, disons. Dans le quotidien et en même temps hors du quotidien. Et puis il y a toujours cette lumière qui arrive de la gauche, par une fenêtre, parfois entrouverte, parfois non, dont on ne voit jamais ce qu'il y a au-delà. Donc on a comme sur la gauche un mur de lumière, le mur du fond sans porte, fermé, et nous qui fermons la troisième partie. Et souvent un rideau sur la droite. Le résultat, c'est qu'on entre dans un espace clos, suspendu, mystérieux. On quitte en fait le quotidien et la réalité du quotidien. Ce qu'il essaye de nous dire là, c'est que il y a quelque chose en fait dans cet espace qui est de l'ordre d'un espace d'une annonciation. Je ne sais pas si vous vous rappelez des grandes annonciations de Fra Angelico. Oui. Vous avez l'ange qui vient de la gauche, la demande de l'ange qui se déroule dans l'espace, souvent sous forme de lettrines dans l'espace, et Marie qui reçoit et qui répond oui. Ici, il n'y a pas d'ange, mais il y a de la lumière qui entre à flot, et souvent entre les deux, une lettre que la femme tient. Et elle est toute recueillie comme à l'intérieur d'elle-même. Ce n'est pas du tout absurde de penser qu'il y a là une sorte d'annonciation non explicite. Et pourquoi ? Parce que Vermeer, élevé dans le calvinisme, prend conscience que pour Calvin, l'image est un risque d'idolâtrie. Et Vermeer se dit, comment moi, comme peintre, je peux créer une image qui ne risque pas d'être idolâtrée, mais qui pourtant va dire quelque chose du divin. Or, les jésuites à côté, ils parlent de Dieu à travers la métaphore de la lumière. La lumière est métaphysique, elle est divine. Et donc il met la lumière dans son œuvre comme une présence de la divinité.
Et peut-être la présence aussi d'un mystère. Alors la question à l'historienne de l'art que vous êtes aussi, est-ce qu'on peut dire qu'il préfigure un petit peu le symbolisme ? Parce que le symbolisme, c'est ce courant artistique né vers la fin du 19e, mais avec une très forte présence d'allégorie et de mystère. Mais est-ce que dans Vermeer, on retrouve un petit peu cet esprit de symbolisme, de mystère et d'allégorie ? Alors, je ne pense pas que les symbolistes se soient beaucoup réclamés de Vermeer. En tout cas, les impressionnistes se sont beaucoup réclamés de Vermeer à cause de sa technique. Donc, ça, on peut en reparler après. Mais ça, c'est très intéressant. Par contre, pour ce qui est du mystère, je pense que toutes les grandes œuvres d'art sont porteuses de mystère et d'allégorie. Ah oui. Et je ne pense pas que le symbolisme, qui est peut-être plus un art d'un mystère étrange, inquiétant, chez Vermeer, rien n'est étrange et inquiétant. Tout Plutôt est paisible et lumineux. Ah oui. Et intérieur, mais paisible. Oui. Les critiques de l'art nous présentent cet artiste comme maîtrisant la perspective à la perfection. Qu'est-ce qu'il apporte aussi comme nouveauté dans les courants artistiques ? Qu'est-ce qu'il apporte comme nouveauté de technique et en même temps de maîtrise, justement cette maîtrise de la perspective ? On l'a dit presque parfaite chez lui, tellement on a l'impression d'avoir une photographie. Comment expliquer ça en fait ? Comment expliquer ce talent aussi en particulier ? C'est vraiment intéressant comme question parce qu'effectivement, il donne l'illusion de la perspective parfaite. Après, si on analyse le tableau, la perspective n'est pas parfaite. Et pas par défaut de connaissance, par choix. Il va délibérément s'éloigner de ce qui est techniquement logique pour accentuer légèrement. Je ne sais pas si quand vous vous souvenez des tableaux de Vermeer, qu'on croit bien connaître, mais quand on est devant, on a toujours mieux à explorer, on est légèrement en contrebas. La figure est légèrement monumentalisée. Rien que ça, déjà, c'est pas logique, on n'est pas dans un face-à-face, on est un peu en contrebas. Par ailleurs, dans sa technique, il a amené quelque chose de particulier. Vous savez que, en contact avec les jésuites, il a eu l'occasion de fréquenter un appareil qui s'appelle la camera obscura, date d'Aristote, mais qui s'est développé. Et qui... De quoi s'agit-il ? Expliquez-nous un petit peu cet objet, la camera obscura. Oui, une grande boîte dans laquelle le peintre à l'époque devait encore rentrer, donc grimper par une échelle, une boîte dont la première cloison était percée d'un trou dans lequel on va introduire une petite lentille et qui permet à l'image extérieure de traverser et de s'imprimer en quelque sorte visuellement sur la mur d'en face, inversée, à l'envers et gauche-droite. Et à partir de là, le peintre pouvait esquisser son tableau et ensuite le travailler en atelier. Vous nous parlez en fait de l'ancêtre de l'appareil photo. Absolument. Et d'ailleurs, dans le très beau film La jeune fille à la perle, on le voit. Il y a des serviteurs qui montent un gros appareil dans l'escalier. C'est très joli et ça donne lieu à des scènes très romantiques où ils sont tous les deux sous un drap. Mais le fait est qu'à l'époque, il n'y avait pas encore ces petits appareils portables. Il fallait encore rentrer dedans. Mais on sait que Vermeer l'a utilisé à sa manière. Et ça, c'est drôlement intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de... Quand on utilise la caméra obscura, il y a toujours des zones du tableau qui vont être légèrement floues. Ou bien, quand la lumière tombe sur un objet brillant, faire une petite goutte de lumière. Et Vermeer se dit, mais c'est génial ces gouttes de lumière. Je vais les utiliser ailleurs que sur les objets brillants ou durs. Je vais faire surgir des petites gouttelettes de matière lumineuse qui émaillent tout son travail. C'est particulièrement flagrant sur la laitière, sur le pain de la laitière. Ah oui. Allez voir ça. Oui. Le tableau de La jeune fille à la perle, ce tableau probablement le plus emblématique de l'artiste, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Pourquoi autant de fascination ? Pourquoi celui-là s'est tombé sur lui ? Ou bien il y a une explication plus particulière ? Bon, alors techniquement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se découpe pas sur le fond, elle émerge, elle surgit du fond. Il y a un léger velouté de pêche, un sfumato à la Léonard de Vinci, qui fait qu'elle émerge. Elle émerge, et puis elle est légèrement détournée, mais elle nous regarde. Et dans son regard, dans sa bouche entrouverte, il y a une attente. Et on sent bien qu'elle attend nous. Elle ne vit que par notre regard. Alors notre regard lui donne cette vie. Et ce dialogue entre nous et cette jeune fille, qui n'existe que par nous et parce que nous la regardons, qui fait surgir un mystère inoubliable. Oui, c'est vraiment la Joconde du Nord. Ah oui. Est-ce que Vermeer, justement, avait des inspirations ? Est-ce qu'il était allé en Italie, par exemple ? Est-ce qu'il avait eu l'occasion de rencontrer d'autres artistes de son temps qui lui ont permis de progresser ? Est-ce qu'on peut dire que chez Vermeer, il y a aussi une progression ? Est-ce qu'on le voit à travers ses tableaux ou pas ? Oui, alors on sent la différence quand il travaille de manière, quand il est tout à fait libre de travailler ou quand il a une petite contrainte d'éventuelles commandes où on lui demandera de faire plutôt le professeur de musique et des choses comme ça. Mais parfois, il y a des miracles comme ça, certains tableaux suspendus comme La jeune fille à la perle qui, eux, sortent vraiment de son intuition profonde. Mais, vous parlez de l'Italie, etc. Non,
Non, que l'on sache, il n'a pas voyagé. C'était un obscur peintre de Delft, très connu dans la province, mais pas connu au-delà. Et comme il a peu produit, il a été oublié. Il a vraiment fallu que d'autres s'y intéressent au 19e pour que tout d'un coup, ça devienne the painting to have. Oui. Quel est le détail qu'il faut absolument connaître sur l'artiste ? Je pense sa conversion qui change le regard qu'on porte sur la lumière qui habite ses œuvres, sur l'intériorité. Et puis pensez aussi, quand vous êtes devant un Vermeer, je suis en train de regarder un espace qui se dérobe à moi parce qu'il y a toujours un obstacle entre moi, le regardeur, et l'espace que je médite, une table, un tapis. Et donc, je suis devant le dedans du dedans. Je suis invitée à entrer, non pas dans la petite pièce que je vois là, qui est intime, mais encore plus loin dans l'intimité de l'âme de la personne qui est devant moi. Le dedans du dedans. Ouais. Par rapport au contexte de l'époque, le contexte protestant, est-ce que ce contexte a malgré tout beaucoup influé sur son art ? Vous venez de parler de sa conversion, mais le contexte protestant, calviniste des Pays-Bas, ont eu de l'influence sur sa manière d'être, sur le tableau aussi ? Ah oui, comme c'est un homme très sensible, forcément, il en a tenu compte dans sa manière de créer. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on peut parler d'annonciation aujourd'hui. Mais à son époque, il n'aurait certainement pas proclamé partout qu'il s'agissait d'une annonciation. C'était un mystère mis de côté dans le protestantisme. Mais ce contexte a, je pense, été fécond parce qu'il l'a obligé à penser son art, à théoriser pourquoi je peins, quel type d'image est-ce que je veux produire, qu'est-ce qui sera juste. N'oubliez pas aussi que le catholicisme se pratiquait là-bas, était toléré, mais dans des Schuilkerken, donc des églises cachées qui devaient être discrètes. Et donc, quand on passait le seuil d'une église discrète, alors là, il y avait pléthore d'œuvres d'art commandées pour les catholiques, mais très très généreuses. Vermeer est dans un entre-deux. Il ne produit pas des œuvres uniquement pour des intérieurs d'églises catholiques. Il les produit pour des protestants aussi, en fait, finalement, qui devaient donc peut-être sentir cette lumière comme divine, mais sans non plus aller dans l'explicite du catholicisme. Oui. J'ai dit en introduction de notre émission que finalement l'artiste a pu être principalement reconnu lors de la seconde moitié du 19e siècle. Certains disent que entre le 17e, entre sa mort et cette époque du 19e siècle, il a été inconnu. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Ou bien est-ce que malgré tout il a connu un intérêt les siècles précédents ? Oui, mais très confidentiel. Il y avait peu de tableaux et peu de moyens de reproduction. Il n'y avait pas des gravures de Vermeer qui circulaient. Par exemple, l'art italien circulait sous forme de gravures, et donc les artistes du Nord pouvaient, sans même aller en Italie, goûter à l'art italien. Là, l'art de Vermeer ne pouvait pas être distribué que de cette manière-là. Et c'est seulement quand on a commencé à avoir des moyens de reproduction que l'intérêt a pu trouver nourriture, enfin, en quelque sorte. Et puis c'est grâce à cette critique d'art qui a écrit des articles dessus. Et n'oublions pas ce fameux Proust qui revisite... à la recherche du temps perdu, le fameux tableau de la vue de Delft. Oui, parce que vous nous dites là quelque chose d'important. Les artistes qui en général ne sont pas connus et puis qui progressivement vont connaître une notoriété exceptionnelle même bien après leur mort, ça passe en général alors par des critiques artistiques qui se mettent à redécouvrir l'art. Ou comment ça se passe en fait ? Comment se fait-il que du jour au lendemain des artistes explosent en termes de notoriété ? Ah ben là, je prêche un peu pour ma chapelle, je suis donc médiatrice et guide. Donc je pense que la médiation, qu'elle soit directe dans une visite guidée, qu'elle soit indirecte par le travail journalistique que vous faites, est cruciale parce qu'en fait, elle met les choses en lumière et elle l'est aussi, elle va pas juste les montrer, mais les expliquer, les ouvrir un peu. Les expliquer, c'est un mot un peu lourd, mais les ouvrir pour que les gens sentent ce petit émoustillement du goût qui donne envie d'aller plus loin dans la découverte de l'artiste. Merci beaucoup, Marie-Elisabeth Van Rijcke-Worsel. Je rappelle que vous êtes historienne de l'art et guide conférencière. Vous avez pu aujourd'hui nous parler de Vermeer, de cette exposition qui a eu lieu à La Haye, au Rijksmuseum, jusqu'au 4 juin. Une exposition sur les tableaux de Vermeer, 28 tableaux de l'artiste du 17e. Merci beaucoup. Merci Marie-Elisabeth. Merci à vous. Tout de suite, on va retrouver, après la musique, Thomas Rémy qui reçoit Thierry Magnin qui vont parler de lien entre foi et neurosciences. C'est dans votre émission Foi et Raison, après cet extrait musical.